Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais pas dire bonsoir aujourd'hui, mais bonjour. Et vous allez tout de suite savoir pourquoi, parce qu'en fait, j'ai remarqué que dès le matin, quand on écoute une histoire de quelqu'un dont on n'en a rien à foutre, on se sent mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter ça pendant votre petit-déj, dans les transports, peu importe, mais le matin, de manière à ce que vous en ayez tellement rien à foutre de ce que je vous raconte, que vous allez pouvoir penser à vos propres projets dans la vie, vous allez pouvoir avancer, un peu comme sous la douche, vous savez, quand on réfléchit et que dans les transports, vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, je redis bien cette possibilité magique d'écouter des choses que je vous propose dont vous n'en aurez rien à foutre. Mais tellement rien à foutre que vous allez pouvoir avancer dans la vie parce que quand vous êtes plus tard dans votre journée, là, quand vous allez écouter d'autres gens vous parler, vous aurez déjà eu votre quota de pas écoutage de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un moment dans la conversation avec quelqu'un, on lâche un peu l'affaire, on part dans ses vagabondages, mais en le regardant droit dans les yeux. Tu vois, et lui, il le sait pas, vous lui hochez de la tête, vous sortez les 3 derniers mots de sa phrase comme on a appris des milliers de fois pour faire genre on s'intéresse à quelqu'un. Oubliez-moi ce qu'il dit. Et ben là, une fois que vous aurez fait ça avec cette vidéo, c'est bon. Vous serez à même d'écouter les autres gens qui vous importent vraiment dans la vie. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas m'écouter. Et aujourd'hui, je vous propose de vous raconter comment j'ai trouvé la... Comment j'ai trouvé la gourde parfaite. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'une gourde parfaite. Une gourde parfaite, pour moi, évidemment. Ce ne sera pas votre gourde parfaite, ce ne sera pas la gourde parfaite de votre voisin de strapontin dans le métro, ce ne sera pas la gourde parfaite de votre mère, de votre frère, de votre sœur, de votre cousin, de votre chauffeur de métro, de votre patron, de votre assistant, etc. Ce sera ma gourde parfaite. Mais je me dois de vous expliquer pourquoi. Parce que vous en avez tellement rien à faire. Alors en fait, cette histoire, c'est que voilà, je cherche une gourde depuis que, vous savez, tout le monde commence à avoir une gourde. Pour éviter de consommer trop de bouteilles en plastique, déjà. Et j'avais déjà une petite idée, voilà, de ce que c'était que pour moi, une gourde parfaite. Le problème, c'est que l'idée de la gourde parfaite que je me suis faite a été construite déjà sur les gourdes que les autres pouvaient avoir. Mais un type de gourde particulier que je vous dirai juste après. Donc c'est un peu dur, vous voyez, d'avoir sa propre gourde parfaite. C'est à travers ce type d'événements qui vous arrivent dans la vie que vous comprenez à quel point ce qui fait que vous êtes vous dépend, mais de tout votre environnement, de où vous avez grandi, votre culture, quelle est votre couleur préférée qui elle-même a été induite par votre éducation, etc. Toute cette histoire de gourde parfaite au final, en fait, ça reflète énormément de choses sur ce que vous êtes, comment vous avez grandi, quel a été votre arrière-plan familial, votre arrière-plan culturel, scolaire, votre groupe d'amis, les gens que vous croisez au quotidien. Pourquoi? Oui, non. Cette gourde c'est simple. Alors j'ai pas pris de comparatif. Par où commencer, vous me direz? Qu'est-ce qui fait que, pour moi, c'est la gourde parfaite, le critère le plus fort, vous voyez? Eh bien, en fait, c'est un tout. C'est un tout, c'est dur de dissocier les critères entre eux, mais vraiment, on peut dire que c'est la forme de la gourde. C'est-à-dire que, pour savoir si cette gourde me plairait en ayant une autre couleur, c'est vraiment la forme parfaite. Pourquoi est-ce que c'est la forme parfaite? Parce que je me suis déjà basé, écoutez bien, sur cette gourde que les gens prennent pour gourde, qui n'est pas une gourde. Ce sont les bouteilles d'Absolute Vodka. Alors voilà, je sors une marque, excusez-moi, mais je suis obligé. Donc les bouteilles d'Absolute Vodka, la marque Absolute Vodka, il y a plusieurs tailles, mais la forme est toujours la même, mais en plus ou moins gros. Et la forme petite est encore plus belle, je trouve, parce qu'en termes de proportions, parce qu'on va voir les proportions tout à l'heure, il n'y a pas que la forme, c'est la forme à côté de votre main, votre bras, dans votre sac surtout. Les bouteilles d'Absolute Vodka, j'ai vu des gens s'en servir, voilà, s'en resservir comme gourde. Voilà, donc ils mettent de l'eau dedans. Alors je sais plus s'il y a une étiquette qu'on peut enlever, mais en tout cas on reconnaît très bien la bouteille Absolute Vodka. Et même si vous regardez l'étiquette, ou si c'est pas une étiquette donc, les écritures sont très beaux, la police d'écriture sont parfaites. Les bouteilles d'Absolute Vodka, c'est vraiment pour moi quelque chose de je sais pas, c'est un objet parfait, vous voyez. Pourquoi? Parce que vous avez une ligne très verticale, puis une courbe,
et une ligne verticale. Puis un bouchon plus large. Et là, vous voyez, là, au fur et à mesure que ça tourne dans mon esprit, je viens de comprendre pourquoi j'aime bien le bouchon. Et vous saurez pourquoi tout à l'heure. La forme des bouteilles d'Absolute Vodka que les gens prennent pour gourde, alors que c'est pas une gourde à la base, mais qui mettent de l'eau à la place, je trouve ça du génie. Mais le problème, c'est que il y a déjà des gens qui le font. Et si moi-même je le faisais, c'est pas une idée qui viendra du fond de moi. C'est-à-dire que si je le fais, si je prends une bouteille d'Absolute Vodka, je la remplis d'eau et je m'en sers de gourde, bon, ça m'aurait fait chier de refaire comme quelqu'un. Voilà, je vous le dis. Il y a autre chose, le verre. Les bouteilles d'Absolute Vodka sont en verre et c'est lourd le verre. Les bouteilles d'Absolute Vodka pèsent beaucoup plus que cette gourde parce que cette gourde est en aluminium. Mais on verra les matériaux tout à l'heure. Regardons le dessous. Le dessous, on dirait une bouteille d'eau. Tous ces petits crénelages, ces créneaux, on va dire, ainsi que ces merlons, rappellent une bouteille d'eau. Ce petit trait, cette petite moulure en dessous, je trouve que ça ajoute quelque chose. Ça donne vraiment l'impression qu'ils ont fait exprès de faire comme si il y avait besoin de faire une soudure parce que c'est de la haute technologie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous verrez comment je l'ai trouvé, comment je l'ai acheté tout à l'heure. Ensuite, donc, le bouchon que je vous ai dit, j'aimais bien plus large et il est en aluminium et il a la couleur aluminium, donc argenté, anodisé ou aluminium brossé. J'aime bien cette forme parce que j'aime bien les sabres laser dans Star Wars. Et oui, comme j'adore la forme des sabres laser, mais pas n'importe quel sabre laser, il y a des sabres laser que je déteste. Et ceux que j'aime bien, c'est notamment celui de Obi-Wan Kenobi ou de Luke Skywalker, celui qu'il se fabrique lui-même. Attention, pas celui qu'il reçoit de Anakin qui est son père. Donc, il y a le pommeau qui est en bas, ou bien même le haut du manche, là où sort la lame du sabre laser, qui est dans les deux sabres que je vous ai montrés. Je vous mettrai des petites images. Il y a cette histoire de plus fin à la base et de nouveau plus large. Et ça, je sais pas pourquoi cette forme d'entonnoir, je la kiffe. C'est comme ça, je la kiffe. Alors pourquoi je la kiffe ? On pourrait remonter plus loin si on partait dans la psychanalyse, mais là on n'y est pas du tout. On est sur une story time dont vous n'en avez rien à foutre. Donc cette forme qui est légèrement plus fine à ce niveau-là et plus large après, associée à la couleur aluminium brossé ou anodisé, on s'en fout, me rappelle les pommeaux de manches de sabre laser, qui plus est associé à une couleur bleue, qui est quand même un très beau bleu, mais on reviendra sur la couleur plus tard. Alors, on peut passer, allez, à la couleur. La couleur, c'est un bleu extrêmement beau. C'est un des bleus que je pourrais dire le bleu parfait pour moi. Mais pourquoi j'aime bien le bleu ? Alors à la base, c'était pas le bleu ma couleur préférée. Et c'est là que je l'ai vite compris, mais je l'avais déjà compris quelques mois, peut-être un an ou deux avant. À la base, ma couleur préférée, c'est le rose. Et c'est là qu'on se rend compte aussi des traditions, du sexisme, du genre, etc., qui font le fond de notre société. Mais moi, je suis pas là pour débattre, je suis juste là pour vous raconter mon expérience personnelle. Je me suis rappelé il y a pas longtemps que, en fait, que ma couleur préférée, c'était le rose. Et à partir d'un certain moment, qui je pense a été mes 10 ans, ma couleur préférée est devenue le bleu. À cause de plusieurs choses. Au début, j'aimais beaucoup le rose. C'est-à-dire qu'au centre aéré, quand il y avait tous les feutres pour dessiner, je voulais le rose. Dans les bouquins, quand il y avait un truc un peu rose chelou, j'aimais bien. Bref, c'était vraiment ce qui me faisait kiffer. Et un jour, peut-être, plusieurs jours, plusieurs fois, à chaque fois, on m'a dit « Ouais, le rose, c'est pour les filles. » Ah, c'est pas normal. Mais alors que faire ? Est-ce que je dois changer de couleur préférée ? Est-ce qu'on peut changer de couleur préférée ? Bizarrement, au même moment, et à force qu'on me dise le rose, c'est pour les filles, et le moment où j'ai trouvé une nouvelle couleur préférée, c'est devenu ma couleur préférée. Et c'est peut-être à l'image de cette gourde. Tu peux pas avoir cette gourde parce que les autres l'ont déjà, comme la bouteille d'Absolute Vodka. Du coup, tu as trouvé cette gourde sur laquelle te rapatrier, mais peut-être qu'au fond de toi, tu voulais la bouteille d'Absolute Vodka. Après, j'ai trouvé quand même des avantages à cette bouteille qu'il n'y a pas à la bouteille d'Absolute Vodka, c'est-à-dire le poids. Le poids, on a vu que la bouteille en verre, c'est lourd. Mais le verre, c'était un matériau noble, vous savez. Et j'aurais aimé avoir une bouteille d'Absolute Vodka en verre, même si c'est lourd, dans mon sac, juste parce que c'est stylé. Outre le fait que c'est une bouteille d'alcool qu'on a transformée en bouteille d'eau, du coup je suis stylé, puisque je vais en soirée, machin, pas du tout. En plus, l'Absolute Vodka, la seule fois que j'en ai bu, j'ai vomi. Donc, clairement, voilà, on revient sur le bleu. Le bleu. Je pense que j'ai aimé la couleur bleue au moment où j'ai lu un livre qui s'appelle Les Roses Bleues. Et ce livre, je l'avais gagné. Vous savez, quand on gagnait des petites images à l'école primaire, je sais pas si vous avez ça, quand on avait des bonnes notes ou qu'on avait réussi un truc, on avait 10 petites images
Et au bout de 10 images, enfin on avait une image, pardon, et au bout de 10 petites images, on avait une grande image. Et au bout de 5 grandes images, on pouvait avoir un livre qui était dans l'armoire au fond de la classe. J'avais réussi à avoir 5 grandes images. J'ai lu ce livre qui s'appelle La Rose Bleue, ou Les Roses Bleues, je sais plus. Je sais même pas si c'est vraiment ça le titre, mais en tout cas ça parlait de rose bleue. C'est un livre pour enfants, 10 ans. Tout petit, et il n'y avait pas d'illustration. Et ça, je crois que ça a joué aussi. Imaginez s'il y avait... C'est incroyable, parce que si on change un élément de l'histoire, si à un moment... il y avait des roses bleues sur la couverture, ça m'aurait imposé un bleu particulier, parce qu'il y a un illustrateur qui va choisir un bleu pour mettre ses roses bleues. Et est-ce que je vais adhérer à ce bleu ou pas? Non. Écoutez bien, j'ai lu un livre qui s'appelait La Rose Bleue, pas d'illustration. J'ai lu l'histoire. C'est l'histoire d'un type, je sais plus, de gamin, qui tombe sur des roses bleues, et en fait, vous l'aurez deviné, les roses bleues n'existent pas dans la nature. Et donc lui, il se demande comment c'est arrivé là. Donc toute l'histoire, c'est sur pourquoi la rose est bleue. Enfin, les roses de cette histoire sont bleues. Alors, est-ce que c'était trempé dans du colorant? Est-ce que c'est des fausses fleurs? Non, c'était des vraies fleurs. C'est ça qui était ouf, parce que du coup, voilà, ça alimentait le mythe de la rose bleue. Au fur et à mesure de ma lecture, j'ai imaginé un bleu parfait qui pourrait correspondre à des roses bleues. Les roses, c'est un peu la forme, vous voyez, de l'absolu de vodka retournée, sans le bouchon, c'est-à-dire une belle courbe et d'un coup, une ligne droite. Voilà, un U, c'est un U, une rose c'est un U, avec plein de petites pétales, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Donc imaginez ça en bleu, c'est un peu... Voilà, c'est ça, bref. J'avais 10 ans. 10 ans. Et là, à partir de là, j'ai commencé à faire mon propre bleu, et au moment où j'ai trouvé le bleu, et là c'est incroyable, parce que c'est le moment où j'ai cherché mon bleu parfait pour moi. Et là, alors je ne sais pas si j'ai été influencé par d'autres choses dans la vie, mais j'avais pris des pastels. Vous savez, des pastels sèches, il me semble. Pastels sèches, ouais. Et les pastels sèches, quand vous en servez beaucoup, ça fait de la poussière, c'est du pigment, quoi, c'est de la craie. Et donc pour faire mon bleu parfait, j'ai mélangé plusieurs pastels. Donc vraiment, je suis retourné à la base de ce que c'est qu'un pigment pour créer mon propre bleu à partir d'un pigment. Mais j'avais 10 ans. Et alors, peut-être que... Ah oui, ça y est, ça me revient. J'avais fait des cours de dessin, mais 2 ans ou 3 ans, je sais plus, pas plus. Et puis, j'étais pas spécialement doué plus que les autres. Mais du coup, je connaissais un petit peu ces histoires de pigments. Voilà, je savais que les pastels existaient. Il n'y a pas que le crayon de papier dans la vie pour dessiner. Donc, j'avais des pastels dans mon truc. Ces pastels, je les avais parce que mon grand frère en avait. Imaginez, si on change un élément de cette histoire, jamais je serais arrivé à ces 2 gourdes bleues. Donc... mon frère avait des pastels et j'avais mon grand frère, donc j'avais récupéré ces choses à lui, parce que quand on est le petit frère, vous savez, on récupère les jouets, les trucs des grands frères. Et j'avais eu cette boîte de pastels qui lui appartenait, qui était déjà un petit peu utilisée, mais pas grave, rien à foutre. J'ai pris une pastel, j'ai commencé à gratter sur un papier juste pour récupérer le pigment. Et j'ai commencé à prendre une autre couleur pour avoir le bleu parfait. Et le bleu parfait, mes amis, c'est un bleu très légèrement turquoise, ou alors un bleu avec des reflets turquoise, que l'on peut retrouver là, selon les conditions de luminosité dans lesquelles on se trouve. Là, ça va être difficile parce qu'on est dans un blanc pur, mais dès que vous êtes un peu dehors, il y a beaucoup de jaune, de vert qui ressortent, parce que la nature, le ciel bleu, le soleil, etc. Donc on retrouve plus de ces reflets turquoise quand on est dehors. Là, on est très blanc. Mais peut-être qu'à l'étalonnage, je vais remodifier tout ceci pour avoir le bleu parfait. Donc il est très probable que ce que vous voyez finalement, c'est ce qu'on voit quand elle est dehors. Et peut-être même encore mieux, peut-être que j'aurais amélioré le bleu à l'étalonnage de ce bleu parfait pour moi. Donc revenons-en à cette histoire de bleu. Donc voilà, ma couleur préférée c'était le rose, et au fur et à mesure le bleu. Le bleu que je me suis réapproprié, mais peut-être que si on ne m'avait jamais dit « Ah, le rose pour les filles », jamais je me serais redirigé vers une autre couleur. Bref, les années passent, collège, lycée, études supérieures, terminé. Et là, je tombe sur un pull rose au magasin. Je l'achète en solde 8 €. Bon allez, je le prends. C'était le rose parfait. Alors je vais pas vous refaire le rose parfait parce que là sinon, je commence à me réapproprier le rose. Vous voyez ce que je veux dire? Je me réapproprie le rose, je porte du rose, j'achète des choses roses. Et là, je me rends compte que ça y est. C'est là que je me rappelle que le rose était ma couleur préférée. Mais vous savez, entre le passage adulte, l'enfance, il y a une magie qui disparaît. Le rose que je porte aujourd'hui ne me fait plus le même effet
que le rose d'avant. Avant, c'était pur, c'était mes premiers goûts. Là, c'est un rose de retrouvailles, c'est un rose de enfin, je peux assumer ce que j'aime, c'est un rose de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, quand je porte du rose, c'est pas parce que c'est ma couleur préférée, c'est parce que je me suis réapproprié la couleur préférée. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, j'aimais beaucoup le bleu aussi. Donc là, ce qui se passe avec cette gourde, c'est que je me suis réapproprié le bleu. Oui. Ah oui, pour revenir sur le rose et le bleu, vous savez, c'est un peu drôle. Et là, peut-être que mes parents vont s'en rendre compte en regardant cette vidéo, et que c'est normé, mais partout. Au-delà des rayons roses dans les magasins de jouets, qui sont dédiés aux filles, et évidemment, bon, ça a ajouté, mais ça, c'est pas de leur faute. Par contre, là où ils auraient pu faire autre chose, c'est dans le planning. Vous savez, le planning, parce que j'étais pas en séparé, et il y avait un planning pour savoir si j'étais chez ma mère ou en week-end chez mon père. Évidemment, les jours chez ma mère étaient en rose, les jours chez mon père étaient en bleu. Donc dans le cerveau, quand vous avez 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à vos 15 ans, l'homme c'est le bleu, la femme c'est le rose. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir choisir si je veux du rose ou du bleu, sans en avoir rien à foutre. Bref, revenons à notre gourde. Notre gourde, dont maintenant je vous expliquais pourquoi c'était aussi le bleu parfait, n'est pas que. Elle n'est pas parfaite que parce qu'il y a du bleu, parce que aussi il n'y a pas que du bleu. Comme je vous l'ai dit, c'est cette association de corps bleu et de bouchons aluminium, anodisé, procès, on sait pas trop, qui rappelle le pommeau de Star Wars. Star Wars, film grandement présent dans la culture de ma famille. Donc pareil, on m'a fait aimer un film, donc on m'a fait aimer les objets du film. J'ai aimé le film, je suis devenu fan de ces films, mais pas de moi-même, ce n'est pas moi qui ai découvert Star Wars. On m'a dit que Star Wars, c'est bien. J'ai aimé, j'ai kiffé, j'aime toujours, mais je ne suis pas tombé dessus, je ne me suis pas fait mon propre avis. Par contre, je sais qu'il y a des sabres laser dans Star Wars que je déteste, celui d'Obi-Wan, le volet 1, la menace fantôme. Horrible. Et pourtant, il y a cette histoire de, vous voyez, de partie où la lame sort plus large. Peut-être qu'il y a une histoire de phallique, peut-être qu'il y a une histoire de bite là-dedans, on ne sait pas. Vous savez, le gland plus large que le corps. C'est pareil. Peut-être, je sais pas. Je préfère les objets carrés aux objets ronds. Sauf s'il y a cette histoire de ligne droite. C'est-à-dire qu'on peut associer une courbe à une ligne droite. Donc bouchon, le fait qu'il soit vraiment presque carré, les proportions, je vais pas vous les faire, vous les voyez. Et là, il y a le rond parfait. Évidemment, dans la nature, une bite avec un gland rond parfait, ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'il y a une histoire de phallisme au final? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Puisque moi, je suis beaucoup plus sur cette histoire de sabre laser et qu'il y a aussi des sabres laser qui ont une forme phallique que je déteste. Surtout celui de Dark Sidious, Palpatine. Il a vraiment une forme, le manche lui-même en entier, il a une forme beaucoup plus phallique que les autres qui sont vraiment droits. Là, il y a vraiment de la courbure. Donc, je ne pense pas que c'est une histoire de bite. Mais, au-delà de cette histoire de bite, les matériaux, on l'a dit, le verre est lourd, donc il y a de l'aluminium. L'aluminium, je sais que ça ne rouille pas. C'est pour ça que j'aime bien l'aluminium. Je sais qu'il est léger, parce que j'étais un peu bricoleur dans mon enfance, donc je savais plus ou moins les matériaux, leurs propriétés. Même quand j'avais 11-12 ans, je savais que l'aluminium rouillait pas, que c'était plus léger, etc. Puis après, il y avait les cours de techno, il y avait pas d'histoire ça sortait pas de mon fion non plus. Voilà, donc je sais que l'aluminium, c'est aussi une belle matière, c'est un beau métal. C'est peut-être le métal que je préfère, au-delà du fait qu'il soit aussi peu cher par rapport à d'autres beaux métals qui sont chers. Et donc, l'aluminium permet cette technologie de garder la température, puisque c'est une gourde isotherme. C'est-à-dire que vous avez 2 couches. Alors, je suppose, je ne vais pas les vérifier. Là, je vous le dis direct, je sais pas de quoi je parle. Mais quand on met le doigt à l'intérieur et qu'on met ses doigts comme ça, on sent qu'on n'est pas en train de pincer une fine couche de métal. On sent qu'il y a un espace. Donc, on sait déjà que ce n'est pas du massif. S'il y avait ça d'épaisseur d'aluminium, ça ne pèserait pas le même poids du tout. Donc, je suppose qu'il y a 2 couches d'aluminium avec de l'air au milieu. Et c'est ça qui isole parfaitement la température de l'extérieur. S'il fait très chaud et que c'est frais à l'intérieur, cela restera frais longtemps. Si on met une boisson chaude et qu'il fait très froid dehors, la couche d'air au milieu isole. Et c'est comme ça qu'un truc isotherme fonctionne. C'est comme ça que vos murs sont isolés. Sauf qu'au lieu de l'air, on peut mettre de la laine, etc. Bref, pour le son, en tout cas, dans les murs insonorisés, l'air est un très bon isolant quand on le superpose de couches molles. Donc, revenons-en à notre technologie. Donc, au-delà d'avoir
une gourde parfaitement en verre et lourde. On a une gourde parfaitement en aluminium qui est plus légère et isole la température du contenu. C'est-à-dire, boisson fraîche restera fraîche, boisson chaude restera chaude. Storytime, on est toujours dans cette histoire de comment j'ai trouvé, le pourquoi, le comment. Alors, c'était le week-end dernier. Je partais avec des amis à la campagne pour un week-end, juste un week-end. On allait faire autre chose que ce qu'on était prévu de faire. C'est-à-dire qu'on est allé à Emmaüs, vous savez, cette cette association qui revend des objets peu chers, voilà, et qui est gérée par des gens en réinsertion ou en difficulté, etc. Et donc, l'idée, c'est comme une brocante, mais avec des locaux, et c'est toute l'année. Ça ouvre quelques jours par semaine, etc. Donc, vous pouvez déposer vos objets Emmaüs, et vous pouvez acheter des objets Emmaüs. Voilà, généralement, c'est pas les mêmes jours. On part en week-end, à la campagne, il y a un géant Emmaüs. Voilà, un géant Emmaüs, il faut le dire. Et je savais qu'en allant là-bas, on va quand même faire ça. Mais c'était pas pour ça qu'on était parti. On est parti visiter un château à la base. Mais ça, c'était le lendemain. Et la veille, je me suis dit, tiens, je vais amener mes amis à Emmaüs. Parce qu'en plus, voilà, comme je fais d'autres vidéos avec beaucoup de décors, là, c'est très minimaliste. Sur mon autre chaîne, les brocantes, c'est exactement ce qu'il me faut. Bref. Chaîne qui s'appelle Made in France ASMR, si vous le savez. Si vous le savez pas, tant mieux. Si vous le savez pas, tant pis. Oui, donc on allait voir un château. Mais c'était pas ça. Voilà. La veille, on va à Emmaüs. Que je confonds toujours avec Erasmus, vous savez. Parce que ça commence, ça finit pareil. Bref. Emmaüs avec 2 M, un tréma, c'est quand même compliqué. Hein. Premier hangar, parce que c'est un grand hangar en 3 salles. Première salle du grand hangar. Moi, je trouve des objets. Très bien. Deuxième salle, énorme salle avec que des tréteaux avec des planches comme en brocante, couverts à perte de vue, quoi, et avec des objets partout à perte de vue. Mais comme je cherche des objets en particulier pour mon autre chaîne, je ne regarde pas plus loin que 50 cm de là où je suis. Donc je dois vraiment, vous savez, passer au peigne fin, là pour le coup c'est vraiment l'expression que... Il n'y en a pas d'autre meilleure. Passer au peigne fin, parce qu'en plus ils vendent des peignes, vous savez, donc je scanne tout ce qui se passe. Je scanne. Je trouve quelques objets pour ma chaîne. Et au bout de 60 mètres d'établis qui font un labyrinthe, vous savez, c'est pas 60 mètres tout droit, évidemment, c'est organisé. Je tombe sur la gourde. Et avant même de savoir si je l'aimais, si c'était la bonne couleur, si c'était les bons matériaux, la belle taille, etc., je l'ai prise dans les mains. Et j'ai continué mon tour. Alors que je suis pas du genre à... Enfin, je suis du genre, si. Mais là, en l'occurrence, je n'étais pas dans cette optique-là, mais je suis du genre à prendre plus dans le magasin, que ce soit en vrai ou sur Internet, ajouter au panier plus, pour ensuite faire un tri par élimination et ne garder que ce que j'ai vraiment besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme pour rentrer dans le budget, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je prends plus comme si j'avais argent limité, mode bac à sable, et après, j'enlève les choses. Surtout que en réduisant, ça permet de mieux comparer. Imaginez, voilà, je vais sur un site de vêtements Asos, voilà. Je mets 3 paires de lunettes de soleil dedans, dans mon panier, parce que c'est les 3 qui me plaisent un peu. Et je sais que je vais hésiter et j'ai pas envie de me décider pendant ma recherche, parce que c'est une autre activité. Trouver ne demande pas la même réflexion que trier ou faire un choix. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est plutôt dans le dénicher. Voilà, ce sera presque une émotion dénicher, quoi. Et pendant que je cherche, je déniche. Une fois que je déniche, je regarde tout ce que j'ai déniché. Et là, je passe avec l'émotion ou la réflexion, trier, choisir, éliminer. Et donc d'habitude, je fais ça. Mais là, en l'occurrence, le fait est que je n'avais pas de quoi transporter tous les objets que je déniche pour pouvoir les trier après. Surtout qu'après, il faut les remettre à leur place. Et dans des hangars aussi grands, impossible. Donc je dois faire tout de suite ce choix de trier sur le moment où je déniche. Sachant que je peux aussi me permettre ceci parce que Emmaüs, pour le coup, je n'ai pas vraiment de limite de budget. Les choses sont tellement peu chères que même si j'ai 4 cabas, au maximum, j'en ai pour 100 balles. Avec 4 cabas remplis de 30 objets, quoi. Donc je passe au peigne fin justement pour avoir à ne pas revenir en arrière, surtout. Ne pas avoir à refaire le tour plusieurs fois. C'est-à-dire que ce que j'ai regardé, c'est fini.
Il n'y a pas de ah ouais, j'avais vu ça, en fait, ça aurait pu me servir. Si j'en arrive là, je prends l'objet et je l'achète. Là, je vois cette gourde. Mais sans réfléchir. C'est-à-dire que c'est un réflexe. C'était même pas oh, elle est bien. Il faut que j'achète cette gourde. C'était pas au loin, ah tiens, un bleu qui me plaît, je vais l'acheter. Parce qu'il y avait plein d'autres bleus qui me traversaient même pas l'esprit, dont je me souviens même pas. Et probablement le même bleu, mais dont l'objet n'avait aucun intérêt. Et je savais, vous savez, il faut savoir que dans tout ce processus, ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai besoin d'une gourde, sachant que j'en ai déjà une pour l'instant, mais qui ne me plaît pas. Et que je n'ai pas acheté. C'était un goodies que j'ai reçu. Et je m'en sers, voilà, par défaut, on va dire. Mais c'est pas la gourde parfaite du tout. Elle est en plastique, elle est moche. Le truc pour boire, il est pas spécialement adapté, j'aime pas trop. C'est une espèce de truc où on aspire. Bref. Il me fallait une gourde dans laquelle j'ai envie de boire, que j'ai envie de prendre, que j'ai envie de poser, que j'ai envie de montrer, que j'ai envie de mettre dans mon sac. Parce que l'autre gourde que j'ai par défaut est plus grosse, elle prend de la place. Et il y a un petit risque de renverser en plus, que là, pas du tout. Vous verrez pourquoi. Donc, je la mets dans les bras et c'est après, quand je continue à passer au peigne fin, que je la regarde du coin de l'œil comme ça, dans mes bras. Vous savez, j'ai des trucs et je fais... Je continue de passer au peigne fin, je la regarde. Et c'est vraiment comme si j'étais tombé amoureux de quelqu'un, quoi. Mais d'une gourde. Mais de là à en faire chier mes amis. Genre, regarde, j'ai trouvé la gourde parfaite. Et ils se reconnaîtront, parce qu'ils verront cette vidéo. Mais vraiment, là, ce que vous voyez enfin, c'est vous comprenez enfin ce qui se passe dans ma tête, parce que moi, j'avais rien d'autre à vous dire que... Mais regarde cette gourde. Et vous pouviez pas comprendre, parce que vous avez des goûts différents. Enfin, ils pouvaient pas, je parle de mes amis. Ils ne pouvaient pas comprendre, ils ont des goûts différents. Pourquoi il nous fait chier avec sa gourde? Mais ça ne se traduisait que, regardez cette gourde. Comme si j'étais tombé amoureux de quelqu'un, je disais, mais... regarde, mais l'autre, en mode, c'est quelqu'un d'autre. Je suis pas amoureux de cette personne, bref. Et donc c'est au fur et à mesure, et plus le temps passe, plus je continue cette prospection d'objets pour autre chose, plus je me focalise sur cette gourde, et j'en deviens obsédé à de là à ce que la suite de ma visite, c'était fini, quoi. Il restait peut-être encore 30-50 mètres d'établi avec des objets. Mon cerveau, il s'est dit, c'est bon, t'es arrivé au point culminant. Le climax de cette prospection, parce que c'était comme si vous cherchiez l'âme sœur et que le moment où vous tombez dessus, vous savez que vous n'avez plus besoin de chercher autre chose. Pourtant là, on est dans des objets qui ont toutes des fonctions différentes. J'ai acheté des livres, un tampon pour tamponner, vous savez, les feuilles qui font clac en métal. Rien à voir avec une gourde. Et pourtant, tout objet, tout thème confondu, pourtant Dieu sait combien il y a d'objets sur Terre, c'était la fin de ma prospection. C'était le climax, je n'avais besoin de plus rien d'autre. Je savais que ça me coûterait maximum 3 euros. 1 euro finalement. Incroyable. 1 euro. Et là je me dis, mais c'est... Je me suis même pas dit c'est bingo. Parce qu'en regardant le mec, j'avais l'impression de l'arnaquer lui. J'ai posé la gourde. Peu importe le prix qu'il me disait, au maximum, il m'aurait dit 5 euros. Parce que c'est pas abîmé, etc. Mais jamais de la vie. À Emmaüs, ça coûte 5 euros. Ça coûte 1 euro. Et moi, j'avais l'impression d'être un escroc. Mais le pire, c'est que c'était pas en mode gêné. J'étais vraiment en mode pervers. Genre, tu sais pas à quel point elle me plaît, cette gourde. Alors vas-y, donne-moi ton prix à un chiffre. Parce que quand tu m'auras dit 1 euro, j'aurais l'impression d'avoir arnaqué l'univers. On n'a pas parlé des proportions de la taille, vraiment. Vous voyez, on se rend pas compte, mais c'est un peu plus petit, on va dire, que les gourdes standards. Par contre, je n'ai pas la contenance et je n'ai pas pris le temps de mesurer, de la remplir, de mettre dans un verre doseur pour voir combien il y en a. Peu m'importe. C'est comme si je commençais à faire une autopsie de mon âme sœur, quoi. Non, ne tuons pas le mystère. Je n'ai pas envie de savoir combien cette gourde contient de liquide. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que de toute façon, maintenant que j'ai trouvé la gourde parfaite, je vais avoir envie de boire dedans. Pourquoi chercher plus loin? Donc, la taille. Moi, j'ai plutôt des grandes mains, on va dire, que la moyenne. Mais si on regarde bien, ça fait quasiment la taille de ma main. Si on prend le poignet, ça fait la taille de ma main, quoi.
Donc si je la prends à deux mains, vraiment j'ai l'impression d'avoir un petit objet, c'est mignon, vous savez. Et là, on va retourner on va retourner quand j'avais 10 ans et que, bon, alors là, jugez-moi si vous voulez, mais je regardais le plus grand cabaret du monde. Et je ne comprenais pas pourquoi les parents étaient, vous savez, méchants envers Patrick Sébastien. Et du coup, je le suis devenu. Ah, comment devenir méchant envers quelqu'un sans même savoir pourquoi? Merci les parents. Ça s'appelle l'éducation, c'est comme ça. Donc, grosse psychanalyse aujourd'hui. Hein. Donc, plus grand cabaret du monde, j'aimais bien surtout les tours de magie. Voilà, parce que j'avoue qu'il y a des trucs que j'ai détestés dans le plus grand cabaret du monde, parce que c'était chiant. Je trouvais ça chiant. C'était les spectacles de contorsion, vous savez. Parce que c'était musique lente, gestes lents, et quand on est un enfant, on a envie de spectacle, d'énergie, que ça aille vite. Waouh, la contorsion, c'est pas un truc que les enfants aiment peut-être beaucoup. Alors, je parle pour moi, je dis les enfants, mais je parle pour moi. Parce qu'il y a forcément des enfants qui font ce genre de choses. Comme sport, comme la danse classique, comme d'autres choses comme ça. Là, pendant le cabaret du monde, j'adorais les tours de magie. Et plus particulièrement, au-delà des tours de magie sur scène, j'adorais le monsieur, là, qui est magicien, qui venait aux tables dans l'émission, faire des tours de magie aux invités avec Patrick Sébastien, effectivement, qui ne fait que de parler sans arrêt. Alors, j'ai plus le nom du monsieur. C'est un monsieur brun, un petit peu bidon, bon vivant, et il fait souvent des jeux de cartes, très souvent des jeux de cartes, tours de magie de cartes plutôt. Et j'adorais quand il ramenait son mini jeu de cartes, ou alors quand il transformait un jeu de cartes normal en mini jeu de cartes. Mais de là, est-ce que ça devienne une espèce de choses que j'avais envie d'avoir. Vous savez, quand on est enfant et qu'on voit un truc, on se dit ah putain je le veux, et ça nous reste dans la tête comme ça. Et donc ce jeu de cartes, ça m'est arrivé d'en trouver après dans un magasin ou je sais plus où, en goodies, vous savez, et j'étais très content d'avoir des mini jeux de cartes parce que quand on est petit, on a des petites mains en plus, qu'on veut. On n'a pas envie que les trucs d'adultes nous paraissent adultes. C'est-à-dire qu'un jeu de cartes, quand on a des petites mains et qu'on veut faire des tours de cartes, mais qu'on a des trop petites mains pour faire les tours de cartes, bah c'est chiant. On a envie que ce soit proportionné. Donc, voilà, j'ai développé cette histoire de miniatures. Mais il y a plein de gens, il y a des gens qui font des miniatures, qui font des collections de miniatures, vous savez, de flacons de parfum. Les mini flacons Dior, les mini flacons Chanel, etc. Et je comprends très bien ces gens-là. Alors, je ne fais pas la collection de ces choses-là, mais je comprends parfaitement les gens qui font ça. Peut-être que je ne le faisais pas parce qu'à l'époque, vous savez, les trucs miniatures Dior et tout, c'était pour les filles, vous savez, et puis quand on est gosse. Et voilà, à l'époque où j'ai grandi, si tu fais un truc pour les filles, bah, t'es pas normal. Quand t'es un mec, en tout cas. Bref. Donc, voilà, j'ai développé cette espèce de truc que j'aime bien, plus petit pour mes mains. Donc les mini jeux de cartes, c'était vraiment voilà, cette chose-là. Et donc là, cette gourde, comme maintenant j'ai des grandes mains, j'ai la chance d'avoir des grandes mains. Du coup, j'ai la chance de pouvoir manipuler des objets qui me paraissent plus petits et qui sont pourtant de taille normale. Voilà, alors, maintenant que les smartphones grandissent, de plus en plus, les notes, les tablettes, c'est un peu plus chiant, mais j'avais un tout petit téléphone à l'époque, vous savez, avec le clavier qui faisait clac, c'était le Sony Ericsson Mini quelque chose, Xperia Mini, voilà, avec un clavier, et je l'aimais bien parce qu'il tenait dans ma main. Et c'est, en plus d'être un peu épais, voilà, comme les bouchons un peu épais comme ça, j'aimais bien un téléphone épais, j'aime toujours les téléphones épais, mais ça n'existe plus. Pour ce que j'ai besoin, je pourrais avoir un 3310, mais j'ai besoin de plus de fonctionnalités. Mais voilà, ce Xperia Mini qui tenait vraiment dans la main, et alors même si ça me faisait une grosse bosse dans la poche, rien à foutre. J'adorais. Donc, et j'avais déjà les grandes mains, parce que c'était quand j'avais 14-15 ans, le Xperia Mini. Donc on va dire que j'avais déjà des mains plutôt grandes. Et en plus, ce truc était minuscule. Donc maintenant, quand je trouve une gourde qui est un peu plus petite que la moyenne, voilà, c'est juste cette histoire de taille qui... Et ça se voit aussi parce que le bouchon paraît plus gros que le reste. C'est-à-dire que si je le mets là, on a l'impression d'un format vraiment petit. Pourtant, c'est pas si petit, mais comme le bouchon, il a l'air massif. Donc, alors, je vais vous faire une petite démonstration quand même, parce que vous soyez pas venu pour rien. C'est pas le bruit le plus agréable, mais... Alors voilà, il y a vraiment une technologie.
Donc un bouchon très épais. Hein. Et le fait de savoir qu'il y a ça à l'intérieur, c'est encore mieux, parce qu'on se dit ça va jamais fuir. Premier, oui c'est ça, premier petit joint là, autre joint à l'intérieur. Incroyable. Et là, on est sur de l'aluminium miroir. C'est encore plus beau, c'est un détail. C'est que ça brille vraiment là. On se rend pas compte, mais il y a deux teintes argentées différentes, totalement différentes. Et le chrome, alors le chrome, je pourrais vous en parler pendant des heures. Le chrome, le métal miroir, pas forcément le chrome en soi, l'aspect chrome, c'est-à-dire pur miroir. C'est là, beaucoup de déception, beaucoup de fanatisme envers cette couleur. Quand j'étais petit, j'aimais bien les voitures avec les gros pare-chocs chromés. Et je me souviens d'une photo, je devais avoir 8 ans. Ou 10 ans, pareil, toujours cette même période, où on était allé voir un spectacle de tracteur pulling avec mon père. Je sais pas si vous connaissez cette espèce de gros tracteur. C'est des trucs uniques que les gens construisent avec des moteurs de 3000 chevaux, dont le but est de tracter une charge extrêmement lourde sur une plateforme. Et la charge se rapproche petit à petit par système de poulies sur toute la durée, sur toute la ligne droite de la course, se rapproche vers l'arrière. C'est-à-dire que ça appuie les roues arrière du tracteur dans la boue. Et donc c'est une course où le but c'est d'aller le plus loin possible en sachant que sur cette plateforme, la charge c'est des énormes palettes de plomb comme il y a en haut des grues, vous savez, pour faire contrepoids. Et donc ça doit peser peut-être, je sais plus, j'étais tout petit, je cherchais pas à comprendre les caractéristiques techniques, mais peut-être que ça pesait, je sais pas, 20 tonnes. Alors 20 tonnes pour un tracteur, c'est pas grand-chose quand la charge est répartie. Quand elle est vraiment concentrée en un point tout proche des roues arrière, sachant qu'à l'avant vous avez des toutes petites roues avant, le tracteur finit par faire des wheelings, et ça c'est drôle. Bref, à ce spectacle, il y avait quelque chose qui n'avait rien à voir, c'était un grand camion de type américain, donc vraiment le carré, comme j'aime bien les choses carrées. Moi, ma voiture préférée, c'est une Golf 1 ou 2 des années 85, vous savez, la GTI, qui est très carrée. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'aime bien les formes carrées aussi. Donc là, cette histoire de... Voilà. Donc il y avait un gros camion américain carré, c'est-à-dire avec le moteur qui part à l'avant, pas comme les espèces de phases de camions, quoi, français, où c'est la vitre et tout de suite le mur, quoi. Là, c'est vraiment l'américaine où vous avez les gros trucs qui avancent et en dessous, un énorme pare-choc, mais que en chrome. C'est vraiment une plaque de 50 cm, comme ça, sur la largeur du camion, peut-être même plus, peut-être, on va dire, 2 mètres, 3 mètres, 2 mètres 50. Que du chrome, c'est un miroir de cette taille. Mais quand on sait que c'est du métal massif, c'est indestructible. Et j'ai développé une espèce de fanatisme pour ces couleurs-là. Et ensuite, plus tard, beaucoup de déceptions dans la vie, quand... surtout, là, je voudrais mentionner tous les fabricants de bombes de peinture. Arrêtez de mettre... vous devriez faire comme ça, en fait. C'est-à-dire que les fabricants de bombes de peinture, ils vous vendent la couleur chrome. Chrome, sur leur bouchon, c'est comme ça. C'est vraiment du chrome. C'est-à-dire que c'est miroir. Et la toute première fois que j'en ai acheté une, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça, parce que je bricolais quand j'étais petit, et je voulais bomber des trucs effets chromés, et je m'attendais, en mettant cette peinture, à retrouver la couleur qui est sur le bouchon. Parce que normalement, une bombe de peinture, sur le bouchon, on met l'échantillon de peinture qui est contenu dedans. Enfin, en tout cas, c'est une peinture verte, vous avez un bouchon vert. Et vous avez tout le nuancier comme ça dans le magasin. Et la peinture chrome, ils vous mettent un bouchon chrome. Donc c'est normal. Vous vous dites, ok, si je bombe, je vais avoir un effet miroir quand ce sera sec. Voilà, mais quand on a 12 ans, on ne connaît pas vraiment toutes les technologies non plus du monde. Et évidemment, c'est impossible de retrouver une couleur miroir avec une bombe. Mais ça, je ne savais pas. C'est-à-dire que quand vous bombez avec cette bombe, vous avez au final un truc métallisé encore plus mat que ce bouchon. Mais vous avez vraiment un argenté métallisé terne, quoi. Alors que sur le bouchon, vous avez vraiment du chrome, du miroir. C'est-à-dire que là, si je mets mon doigt, je vois le doigt en miroir dans le truc.
Jamais de la vie vous avez ça avec une bombe chrome. Donc arrêtez. Et Leroy Merlin et tout, mais boycottez ce truc là. Insupportable. Malgré tout, j'aime beaucoup le matériau anodisé. Voilà, c'est pas, ça témoigne de confiance, de solidité, de voilà. Donc voilà. Alors par contre, il y a quelques petits défauts sur cette gourde. Pour moi, c'est qu'il y a écrit étape auto. Alors, c'est là qu'on va voir comment transformer un défaut en avantage. L'idée, c'est que vous voyez cette histoire d'Absolute Vodka dont l'usage est détourné pour faire une gourde. Voilà. Et les gens qui laissent l'étiquette Absolute Vodka comme ça quand ils sont dans la rue, je bois de l'eau en fait sur une bouteille Absolute Vodka, on peut croire que c'est de la vodka mais en fait c'est de l'eau. Usage détourné. Là il y a écrit étape auto. Bon, alors étape auto, plus pro, plus proche. Aucun sponsor, rien à foutre. Juste c'est là quoi. C'est là, mais c'est pas moche. C'est pas moche et on peut le transformer en avantage quand on n'aime pas. Et là, vous allez voir le processus. Déjà, pourquoi c'est pas moche ? Prenons un peu d'objectivité, de recul. La couleur du logo, c'est la même que le bouchon. Donc il y a une sorte d'harmonie. Voilà, c'est pas en rouge, jaune, vert, bleu. Ça reste comme ça. Donc, on se dit, ok, il y a une espèce d'harmonie finalement. C'est-à-dire que même de loin, on peut croire à une marque d'eau un petit peu... vous savez, comme les bouteilles qui vendent de l'eau islandaise, iceberg, tout ça. Voilà, ça fait toujours très épuré avec juste le nom comme ça. Donc de loin, ça peut faire un peu comme les bouteilles collector Perrier, les trucs comme ça. Il faut se dire que ça aurait pu être pire. C'est ça. Comment apprécier quelque chose qu'on peut trouver défaut ? Déjà, se dire que ça aurait pu être pire. Donc ça aurait pu être pire, ça aurait pu être jaune, vert, rouge, voilà, toutes ces couleurs. Qui n'iront pas finalement. Alors peut-être que le rouge ça pourrait aller. Ça dépend du rouge. S'il est anodisé, voilà, il y a un rouge qu'il aurait fallu choisir. Mais c'est pas rouge, on s'en fout. Le logo il est carré. Moi j'aime bien les carrés. Donc déjà, ça va. Ça aurait été un rond parfait. Un ovale, jamais de la vie j'aurais acheté un truc avec un ovale. Mais c'est carré, donc ça me gêne pas. La typo est plutôt bien. Moi j'aime bien. C'est-à-dire que c'est des lettres plutôt orthonormées, épaisses. Et il y a le chose inversée, c'est-à-dire lettres fines, tout en majuscule, donc vraiment une harmonie, une proportionnalité vraiment carrée, c'est-à-dire que tout est majuscule, vous n'avez pas une lettre plus grande, vous n'avez pas de cursive, c'est vraiment de la capitale, épais et en bas plus fin en négatif, c'est-à-dire que vous avez le rectangle de couleur et le texte en négatif, donc en bleu. Une légère courbe qui rappelle la légère courbe. Incroyable. Tout est... Ouais. Donc là, on peut se dire, ok, bon, c'est pas un logo si moche, ça va, ça aurait pu être pire, encore une fois. Autre chose. Donc là je vais revenir sur l'Absolute Vodka. L'Absolute Vodka, c'est l'usage détourné, ouais. Mais il y a un autre truc, c'est peut-être pas la même catégorie, non, plutôt notre catégorie un peu similaire dans la mode, en tout cas, dans tout ce qui est fashion, vous voyez, c'est en plein essor. Enfin, c'était déjà ça il y a quelques temps. Je sais pas si ça va perdurer. Je pense que ça perdurera toujours un peu. C'est un peu cette mode un peu beauf. C'est pas forcément négatif. Hein. Il y a des trucs beaufs que la preuve, étape auto, bon. C'est cette histoire, parce que je vais y venir en fait. Si j'en parle et que j'y viens, c'est que ça va me concerner. Donc, qui est de reprendre des marques très, comment on appelle ça, discount, très premier prix, voilà, et de s'en servir comme objet de mode. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme le Bob Champion, vous savez, les magasins Champion, les claquettes Lidl, ouais, c'est une sorte de délire qui est drôle. Moi j'aime bien, ça peut être marrant. Ou les t-shirts Lucky Strike, Marlboro, les trucs, des cigarettes. Alors oui, ça peut, au final, être une marque très 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 riche ou autre, une multinationale, peu importe. Ça reste Lidl, Champion. Là on a étape auto. Étape auto, ça rappelle les routiers, ça rappelle les aires de service, donc les trucs chers. Ça rappelle simplement les goodies, par exemple une association de routiers. Alors je ne connais pas, je sais pas. Là j'invente, je spécule. Mais parfois il faut un peu spéculer dans le story time. Sinon, comment on fait ? Donc voilà, donc il y a cette histoire de détournement d'objets
de ce genre de choses, quoi. C'est comme si... Par contre, je ne peux pas mettre Etapoto dans la main avec les claquettes Lidl. C'est toujours un objet parmi le reste de la tenue. Alors là, on n'est pas dans un objet de tenue, c'est un accessoire, mais quand il fait chaud et qu'on a envie d'avoir les mains libres, on peut de voyager léger plutôt, on peut avoir juste la gourde dans la main. Et du coup, les gens vont voir Etapoto. Ils vont se dire, mais pourquoi tu as une gourde Etapoto alors que tu es très stylé ailleurs? Mais parce que, justement, la gourde parfaite. Et le Etapoto, finalement, je vais faire ce qu'on appelle abstraction. C'est-à-dire que je vais retourner la gourde, comme ceci, et je ne vois plus le logo. C'est tout simple. Voilà. Ça m'évite d'expliquer tout ce que je vous ai dit avant. Voilà. J'aurais pu le gratter, mais là, je risque en le grattant d'enlever la peinture, de l'abîmer. Mais voilà. Et je trouve que... Alors, il y a des choses très sous-cotées dans cette gourde. Je trouve que ceci, on n'en a pas assez parlé, mais je ne sais pas quoi dire de plus, à part le fait que ça rappelle vraiment la bouteille d'eau. Et là, je vais vous raconter un autre truc. Tiens, j'ai une petite anecdote pour ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est dans le même thème de la bouteille d'eau. Vous avez peut-être reçu ou vu d'autres gens l'avoir, ce stylo en bouteille recyclée, mais qui a la forme et la couleur d'une bouteille d'eau. Alors je l'ai pas là, je sais pas si je l'ai encore, mais j'ai reçu ce truc à une époque, et je sais que d'autres gens l'ont, voilà, ça existe encore. Et donc c'est vraiment un stylo, un bic, dont le corps est transparent, légèrement teinté bleu, comme une bouteille d'eau, avec les moulures, vous savez, des bouteilles d'eau, les moulures pour agripper un petit peu. Et ça rappelait vraiment une mini bouteille d'eau, dans le thème bouteille d'eau. Et bien là, j'ai l'impression de retrouver un petit peu ce truc, c'est-à-dire que ça, en général, on les voit sur les bouteilles en plastique, majoritairement. Les bouteilles en verre, c'est moins accentué, c'est plus des petites rainures antidérapantes avec un creux en dessous, rarement quelque chose d'aussi marqué. Et le fait de l'avoir en plus dans l'aluminium, incroyable. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de rouler. On pourrait se dire, oui, c'est pour empêcher le truc de rouler, mais... Alors pourquoi il y a ça? Je ne sais pas, je ne connais pas, je spécule. Autre chose que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est ceci. Là, elle est remplie... Je vais vous dire jusqu'où. Jusque là. Donc on va dire que c'est un remplissage normal. Elle n'est pas complètement remplie, elle n'est pas vide. C'est un remplissage normal. Voilà. Un peu comme le 10h10 sur une horloge. Vous savez, quand vous vendez une horloge, il faut bien mettre les aiguilles quelque part. Si on les met les deux sur midi, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule aiguille. Pourtant, l'acheteur, il veut voir les deux aiguilles. Et donc, on veut une position d'aiguille plutôt proportionnée, jolie, symétrique. Donc, on va les placer à 10h10. Bref, moi je trouve que un remplissage normal, c'est 2/3 pour présenter une gourde. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et bien, à 2/3 de remplissage, comme vous pouvez le voir, elle est en équilibre sur sa courbe. Elle n'est pas complètement plaquée là. Le bouchon ne touche pas. Elle est en équilibre. Ce qui permet une chose, c'est de la faire tourner. Alors le fait qu'elle se déplace, c'est parce que mon plan est légèrement incliné. Mais c'est une bouteille qui rappelle aussi, vous voyez, les shakers à cocktail. C'est une bouteille bleue, anodisée. Là, pour le coup, la couleur, c'est vraiment anodisé. C'est une gourde. Mais je pense que pour moi, c'est la gourde parfaite. Mais je sais très bien. On n'en a rien à foutre.